Le flashback de God Valley a atteint son climax et se précise peu à peu vers une fin sombre et apocalyptique. Chebek, Roger, Carp, Big Mom, Kaido, Barbe Blanche, les plus grandes figures de cette ère s'affrontent et s'unissent dans une guerre totale face à celui qu'on nomme le monde lui-même. Ymue déchaîne alors son ultime pouvoir, le Domi Reversi, transformant Chebek en un véritable démon et lui ordonne l'impensable, tuer sa propre famille. La mort de l'un des plus grands personnages de l'œuvre semble inévitable et l'alliance entre les pirates et la marine pourrait bien conduire à la fin tragique de cet homme. Mais contre toute attente, un autre protagoniste pourrait entrer en scène. Le roi des géants Harald et à ses côtés son fils Loki qui pourrait bien être à l'origine de la destruction de God Valley. Des théories qui se confirment, d'autres qui se précisent, nous sommes en train de vivre l'un des plus grands moments de toute l'histoire de One Piece. Il était donc évident que je vous fasse cette review. Alors préparez-vous pour cette grande analyse, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça vous permettra de ne pas rater la review des prochains chapitres qui s'annoncent exceptionnels. Bien sûr, partagez et likez cette vidéo pour permettre un meilleur référencement sur YouTube et récompenser mon travail. Enfin, pour les Ninakama, le petit cœur en commentaire qui est la cerise sur le gâteau. Je vous en remercie sincèrement et à présent, découvrons ensemble le combat titanesque qui oppose Ymue aux plus grandes légendes de la piraterie. Un affrontement dont le nom Roadkid Chebek résonnera à jamais dans l'histoire. Ce chapitre s'ouvre dans un décor quasi apocalyptique. La vallée des dieux n'est plus qu'un champ de ruines, noyé dans un bain de sang. Ymue se dresse tel un démon venu tout droit des enfers et abattant sa fureur sur tout ce qui respire. Pirate, marine, aucun n'échappe à sa colère céleste. Elle parvient même à utiliser un pouvoir qui jusque-là n'avait pas été démontré par Saturne, comme l'a d'ailleurs fait remarquer Goji. Cette fois, les flammes démoniaques qui brûlent sur ses pattes se détachent de son corps, prenant forme pour transpercer ses ennemis en un clin d'œil. Tandis que ce spectacle terrifie les marines, au cœur de ce carnage, une silhouette émerge des cendres. Davidi Chebek, le nom d'un clan que même la mort n'a pu effacer. Il se tient là tel un goth, son épée plantée dans le sol et fait face à Ymue. Durant ce court instant, Ymue croit voir Davy Jones, mais Chebek l'arrête. Il lui révèle qu'ils ne se sont jamais rencontrés et pourtant une promesse demeure à travers le temps et qu'il est venu honorer. Ici, la réaction d'Ymue face à Chebek est très intéressante. Dans ses yeux, il prend la forme de Davy Jones, de la même manière qu'elle voyait probablement en Vivi l'image de Lily, celle qui l'avait trahie. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ymue vit dans un rapport au monde profondément différent. Quand elle s'était entretenue avec Cobra, je vous avais longuement expliqué qu'elle utilisait un dialecte japonais archaïque venu d'une autre époque, car Ymue n'appartient plus à ce monde. Elle vient d'une ère révolue, figée depuis 8 siècles dans une existence sans fin. Ymue n'existe plus dans le temps ni dans l'espace. Son immortalité l'a détachée du réel. Elle perçoit le monde comme une boucle infinie où tout se rejoue sans fin. Dès lors, le temps n'a plus pour elle la même signification. Il se confond et les visages se superposent. Ainsi, ce qu'elle voit aujourd'hui en Chebek n'est qu'un écho de cet homme d'un lointain passé qu'elle croit encore vivant. Pour elle, rien ne meurt jamais vraiment, pas même Davy Jones. Ce détail a donc toute son importance, car il est bien possible que lorsqu'Ymue fera face à Luffy, elle ne verra pas le pirate du futur, mais Joy Boy lui-même, revenu accomplir cette prophétie que même les plus grands noms comme Roger, Carp, Chebek et les 3 futurs empereurs réunis n'ont pu réaliser: détruire le monde. Le deuxième élément marquant de cette scène réside dans le surnom que Chebek attribue à Ymue, le roi des rats, une appellation qui peut faire écho à 2 choses. La première nous renvoie au mot de Barbe Noire face à Koby au chapitre 1080. Certains rats s'enfuient pendant que d'autres préfèrent te ronger le bout des doigts. Un joli clin d'œil d'expression entre père et fils. La seconde, quant à elle, désigne un phénomène rare et contesté appelé le roi des rats. Il s'agit d'un regroupement de plusieurs rats dont les queues s'en mêlent et fusionnent, formant une seule créature. Elle est alors considérée comme un très mauvais présage, annonçant l'apparition d'une épidémie. Dans le folklore, ce roi est considéré comme un chef de meute régnant au-dessus de ses congénères. De ce principe, surnommé Ymue, le roi des rats, s'est révélé la nature même de son pouvoir. Un réseau d'êtres vivants connectés à elle, fusionnés dans une hiérarchie invisible. Le Gorosei et les chevaliers divins ne seraient pas seulement ses serviteurs, mais les prolongements de son propre corps, les queues entrelacées du roi des rats. Par ce lien, Ymue leur confère une part de son immortalité et de sa puissance. Mais comme dans le mythe, si le roi décide de détacher une de ses queues, alors la mort s'ensuit
exactement ce qu'on a vu avec Saturne. Ainsi, le surnom donné par Chebek ne serait pas qu'une simple insulte. Il dévoile d'une certaine façon le pouvoir d'Imu, une entité dont chaque membre du Gorosei et des chevaliers divins dépendent. C'est donc sur ces mots qu'un face-à-face légendaire entre l'héritier du clan des Di et celle qui se fait appeler Dieu débute. Chebek lui affirme qu'il n'est pas Davy Jones, qu'il ne l'a jamais rencontré, mais qu'une promesse doit malgré tout être tenue. Alors, de quoi parle-t-il là ? Est toute la question. La réponse la plus évidente nous ramène à leur première rencontre dans la chambre fleurie, lorsque Chebek lui avait dit « Je reviendrai ici même ». Le problème, c'est qu'il se tient aujourd'hui face à elle dans un tout autre contexte. C'est pourquoi je pense pas qu'il s'agisse de cette promesse. Les serments dans One Piece sont nombreux et s'étalent sur plus de 8 siècles d'histoire. Il est donc très difficile de dire avec certitude de quoi il s'agit. Malgré tout, on peut envisager une hypothèse qui se tient plutôt pas mal, celle concernant les Di qui auraient fait un serment ancestral de renverser le monde afin d'amener une ère de paix. Jusqu'ici, renverser le monde semblait signifier une destruction totale et apocalyptique. Mais depuis que Chebek a affirmé qu'Imu incarnait le monde lui-même, tout prend un autre sens. La volonté du Di ne réside pas dans le principe d'anéantir la planète. Il cherche à détruire Imu, cette entité qui se proclame être le monde. Et l'homme à l'origine de cette promesse avec les Di ne serait autre que Joy Boy. C'est lui qui lia les peuples entre eux à travers une parole donnée qui perdurera dans le futur. Il s'excusera d'avoir rompu sa promesse envers les hommes-poissons, jurant qu'un jour, quelqu'un la tiendrait à sa place et qu'en attendant, le Noah devait être préservé. De la même manière, le peuple de Wano attendait son retour pour ouvrir leur pays et libérer le monde. Quant à son fruit, celui de Nika, il devint le symbole vivant de cette promesse, l'incarnation du rire et de la liberté. Chaque peuple y croit car Joy Boy représente la lumière d'un monde nouveau. Le clan de Chebek dut lui aussi recevoir cette prophétie, à la différence qu'au sein de cette lignée devait naître l'élu, celui que le destin appelait à accomplir la promesse de Joy Boy et que Joy Boy lui-même attendait. Et comme j'ai déjà évoqué par le passé, Davy Di pourrait bien être une référence au roi hébreu David, ancêtre du Messie capable de sauver le monde. Ainsi Chebek n'aurait jamais cherché à devenir Imu ou même le roi du monde comme le laissait entendre Sengoku. Au contraire, il voulait libérer le monde d'Imu, celle qui prétendait en être l'incarnation. C'est pourquoi il lui lança ces mots « Ce monde n'est pas à toi ». Mais cette promesse de paix existait déjà bien avant celle que lança Joy Boy pour les générations futures. Le serment des 20 rois. Autour du trône vacant, ils jurèrent qu'aucun homme ne régnerait seul sur le monde. Les 19 monarques déposèrent chacun leurs armes en signe d'allégeance à une idée, qu'il n'est pas de dirigeant unique, mais soit dirigé par une coalition, car ce monde n'appartenait à personne. Or, Imu a trahi ce pacte. Elle brisa le serment pour s'ériger roi du monde, trônant sur les vestiges de cette promesse brisée. C'est pour cette raison que Chebek voulut détruire Marie-Joise. Abattre la Terre Sainte, c'était renverser Dieu lui-même. Par cet acte, il aurait honoré la promesse de Joy Boy, celle de restaurer la liberté et de tenir le vœu des 19 rois qui croyaient en cette paix. Et si cette hypothèse est juste, alors ma théorie sur les Di prendrait tout son sens. Celle où les 20 rois auraient chacun été un membre du clan des Di. Leur mémoire fut effacée, leur famille remplacée par des lignées factices, dont seuls les Don Quichotte auraient perduré par leur trahison, devenant les Judas du siècle oublié. Lorsque la vérité éclata, les 19 rois furent éliminés. Et c'est alors que Davy, probablement à la tête de ce clan, se dressa contre Imu, lui promettant avant de mourir que sa lignée reviendrait ici même à travers les siècles. C'est cette promesse, cette volonté du Di qui perdure encore aujourd'hui. Une volonté née non pas de la haine, mais du désir de liberté et de paix. Peut-être qu'avant la Grande Guerre, la lignée d'Evi régnait déjà sur le trône du monde. Mais trompé par Imu, le roi de cette lignée abdiqua, croyant en la promesse d'une union équitable. De la même façon que ce trône devait revenir à Joy Boy, comme l'évoquaient les excuses d'Emmet, et qui pourrait suggérer que Joy Boy appartiendrait lui aussi au clan Davy. Cette hypothèse en tout cas expliquerait pourquoi Chebek est revenu à Marie-Joise, pourquoi il voulait détruire cette terre sainte et pourquoi aujourd'hui Barbe Noire poursuit le même rêve, devenir roi du monde non pas pour le posséder mais bien pour le libérer. C'est pourquoi face à Imu, Chebek prononça ces mots « Je reviendrai ici même ». Des mots que Barbe Noire redira peut-être un jour pour honorer la promesse de son clan et enfin tenir d'une certaine façon la parole de Joy Boy. Car en abattant Marie-Joise, ils briseront la barrière qui sépare les peuples et rendront au monde sa forme originelle, celle d'un monde libre. Et c'est justement ce qui nous conduit à la réponse d'Im. Elle lui fait savoir qu'il va disparaître ici même et être effacé à jamais de l'histoire, car le monde d'Imu
est encore inachevée. Cette phrase, nous l'avions déjà eue d'une certaine façon au chapitre 1115 par Vegapunk. La grande guerre qui a ravagé le monde pendant le siècle oublié est toujours d'actualité. Autrement dit, l'œuvre d'Ym, cette guerre, cette réécriture du monde, se poursuit encore aujourd'hui. Et c'est bien là tout l'enjeu. Certaines races ont survécu, certaines lignées de dits aussi, sans oublier les armes antiques, mais surtout les poneglyphes. Ces pierres indestructibles sont les témoins de 100 années d'histoire effacée que même Imu n'a jamais pu faire disparaître. Et c'est pourquoi le monde d'Imu est inachevé. Tant que ces traces du passé existeront, tant qu'une mémoire résistera, son règne ne sera jamais complet. Ce n'est qu'en effaçant tout vestige de cette ancienne ère, tout fragment de cet ancien monde, qu'Imu pourra enfin considérer son œuvre comme accomplie. Et c'est justement cette volonté qui, selon moi, est l'une des clés pour comprendre le mystère de One Piece. Et là, je ne plaisante pas quand je vous dis ça. Alors exceptionnellement, je vais pas en dire davantage sur cette partie du chapitre, car on est dans une review, et cette théorie doit être expliquée longuement dans une vidéo à part entière, puisqu'il s'agit d'une théorie des nerfs. Alors soyez simplement patients, je ferai en sorte de vous faire cette vidéo pendant la pause d'Oda pour que vous n'ayez pas à attendre la théorie finale des nerfs, prévue je pense pour l'année prochaine. Donc pour l'heure, revenons au cœur du chapitre. Après ce bref mais intense affrontement entre Imu et Chebek, au cours duquel Rox parvient à la blesser, la scène bascule de l'autre côté de l'île, où se tient une bataille entre l'équipage de Roger et celui des Rox. Une double page exceptionnelle qui nous transporte au cœur du chaos, et on nous retrouve un Captain John qui déchaîne le Jiki Jiki no Mi, le fruit magnétique de Kid. Autour de lui, les métaux, les armes et surtout les trésors s'attirent et tourbillonnent, transformant le champ de bataille en une véritable tempête d'acier et d'or. Et c'est désormais officiel, John possède bien le fruit du magnétisme, comme on l'avait déjà analysé au chapitre 1161. Il est d'ailleurs amusant de noter que tout comme Kid, il porte lui aussi le titre de Captain. Un fruit qui lui va d'ailleurs à la perfection, puisque c'est grâce à ce pouvoir qu'il a pu amasser un trésor aussi colossal, celui de Buggy qu'on voit encore aujourd'hui. Son fruit du démon était littéralement la clé de son péché de l'avarice. Mais le détail important ici, c'est qu'il est probable que parmi les trésors de God Valley se trouve un objet ou quelque chose d'unique et peut-être même de capital dans la recherche du One Piece. On sait que John ne va pas mourir sur God Valley, puisqu'au tome 49, Oda révélait qu'il avait été assassiné par ses hommes après avoir refusé de partager son butin. Plus tard, Buggy confirmera que ce fabuleux trésor a été dissimulé dans une grotte, accessible uniquement grâce à une carte, celle qui se cachait derrière le bracelet de Luffy. Autrement dit, John est bel et bien devenu un capitaine légendaire après God Valley, et son trésor pourrait bien contenir un fragment du secret de cette île mythique. Pour l'instant, j'avoue qu'il est difficile de savoir ce que ce trésor renferme réellement, mais tout porte à croire qu'il cache un élément clé de l'histoire du monde, ou même du siècle oublié. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner en commentaire. En tout cas, une chose est sûre, ce chapitre nous montre un homme fidèle à sa réputation. John apparaît ici comme un pirate individualiste, calculateur, prêt à trahir les siens dès que l'occasion se présente. Et la dernière scène le prouve d'autant plus. Il fait ses adieux à l'équipage des Rox et demande à ses subalternes de vérifier si les préparatifs sont terminés. Il avait donc un plan bien précis en tête avant de se rendre à God Valley, et il n'a bien sûr jamais eu l'intention de partager le butin avec son équipage. Mais c'était sans compter l'intervention de son propre clan. Alors que Captain John tente de rassembler à lui tous les trésors de l'île, Ganzui s'interpose et se révèle être le détenteur du Bumo Bumo no Mi, le même que celui de Mr. Five. On note par ailleurs que tout comme son futur utilisateur, Ganzui libère son pouvoir à travers son mucus, ce qui est assez surprenant puisqu'il s'agit de base du fruit de la bombe. Cette explosion qu'il provoque secoue alors toute la zone et attire l'attention de Shiki, qui intervient et lui rappelle que John n'avait aucune intention de partager son trésor avec le reste de l'équipage. On remarque d'ailleurs une fois de plus que Shiki lévite au-dessus du sol, ce qui confirme définitivement la maîtrise de son propre fruit du démon, comme le laissait déjà entendre le chapitre précédent. Cette embrouille se transforme rapidement en véritable affrontement entre Shiki et Ganzui, qui plonge l'équipage dans un chaos total. Cette mutinerie illustre à la perfection la légende des Rox, un équipage égoïste uni non pas par la loyauté, mais par l'ambition et la trahison. Et ici, on en a bien la preuve. Dès lors où leur capitaine n'est pas présent, c'est clairement l'anarchie. On peut donc imaginer que cette querelle entre Ganzui et John ne s'est pas arrêtée à God Valley. Leur rivalité a pu se poursuivre longtemps après les événements, tout comme Kaido et Big Mom seront liés dans le futur par le Wo no Mi. D'autant plus qu'on retrouve plus tard John et Ganzui aux côtés de l'armée zombie de Moria. En tout cas, le magnétisme du fruit de John n'a pas seulement eu effet sur les trésors. Toutes les armes environnantes
environnantes dont le pistolet de Dragon ont été attirées. Cette action a alors provoqué une séparation entre Dragon et Shanks. Et tandis que notre futur chef des révolutionnaires a perdu connaissance et s'aperçoit que l'enfant n'est plus là, Shanks se retrouve seul et est attiré par un coffre au trésor. Ce n'est donc pas Dragon qui a déposé Shanks dans ce coffre comme je l'imaginais, mais Shanks lui-même qui s'y est mis seul. C'est un coup du destin et du hasard qui frappe encore cet enfant. Au vu de cette scène, il est très probable que ce soit l'équipage de Roger qui trouve ce coffre après que Rayleigh leur ait ordonné de ramasser les trésors par terre. C'est donc de cette façon que Shanks se retrouvera sur l'Euro Jackson. Encore une fois, la chance entoure ce garçon. Il échappe à l'accident qui causa la perte de connaissance de Dragon, à la capture de John, ce même John d'ailleurs qui manie le futur fruit de Kid et que Shanks vaincra plus tard. Mais surtout, cet enfant va même parvenir à échapper au haki des rois d'Imu qu'elle va déchaîner. Et ça, c'est précisément ce que je vous expliquais dans la dernière review, à quel point Shanks était entouré par la chance. Cette chose qui devrait être normalement attribuée à Shamrock, dont le nom est le trèfle. Shanks semble avoir un véritable rôle à jouer dans cette guerre de God Valley, même s'il n'est encore qu'un bébé. Au-delà de l'exploit de Kuma d'avoir sauvé plus de 500 civils, on peut imaginer que la présence de cet enfant du destin a influencé le cours des événements et peut-être même permis à l'équipage de Roger de quitter l'île sans encombre. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit à quel point Oda s'éclate à mettre toute une énigme autour de ce personnage, et ceci depuis maintenant plus de 1000 chapitres. Mais ce qui est d'autant plus fascinant, c'est la structure narrative qu'Oda adopte. Sur God Valley, il ne raconte pas une histoire, mais plusieurs, comme il l'a fait avec Kuma, plus tard Chebek. Mais ici, dans ce chapitre, il le fait simultanément. D'un côté, la guerre et l'horreur, où se tient le diable en personne, et de l'autre, la promenade innocente de Shanks qui traverse le chaos sans en avoir conscience. Un vrai paradoxe avec Teach enfant, qui deviendra plus tard son plus grand ennemi et dont ses traumatismes resteront gravés tout au long de sa vie. J'ai donc adoré ce contraste, ce paradoxe parfait entre l'innocence et l'horreur, entre la lumière et ténèbres, et qui prouve à quel point Oda maîtrise son art. Chaque plan semble renforcer cette dualité entre deux futurs empereurs nés du même drame et qui choisiront chacun une route différente mais qui pourtant mèneront à un destin commun. Et passé cette brève introspective sur Shanks, on va pouvoir enfin atteindre le climax de ce chapitre. Ce moment tant attendu où Roger, Garp, Chebek et les trois futurs empereurs unissent leurs forces pour faire face à Imu en personne. Big Mom, après avoir tenté de s'emparer des fruits du démon de Kuma et Ivankov, revient dans la bataille, animé d'une rage contre Kaido qui l'a trahi. Roger, lui, parvient enfin à atteindre le cœur du conflit, là où tout se joue. Mais la surprise vient de celui que certains n'attendaient pas ici, Monkey D. Garp. Le futur héros de la marine fait une entrée fracassante sur le champ de bataille. Il découvre avec excitation et non sans haine l'apparence d'un des doyens. C'est donc la première fois qu'il fait face aussi bien à un membre du Gorosei qu'à Imu. Pour Garp, God Valley se révèle être un véritable théâtre sanguinaire dont il était loin de soupçonner l'ampleur. Il découvre la face cachée du gouvernement et réalise que les 5 doyens sont bien à l'image de ce qu'il redoutait. Des êtres à l'apparence démoniaque, reflet parfait de la corruption et de la cruauté qu'ils incarnent. Et sans surprise pour moi, Garp choisit son camp. Il trahit sa hiérarchie et se range aux côtés des pirates pour affronter non pas un dragon céleste, mais bien Dieu lui-même. Ce sourire qu'il porte en dit long sur sa détermination et on voit bien ici dans son regard l'ADN de Luffy. La tension monte et la mise en scène atteint donc son apogée. 3D et 3 empereurs se tiennent côte à côte, unis face à Imu, l'incarnation du monde lui-même. Et dans une double page absolument stratosphérique, ces 6 légendes lancent simultanément leurs plus puissantes attaques. Garp utilise son légendaire Galaxy Impact, Roger lui fait retentir son attaque divine, le Kamuzari, littéralement le trépas des dieux. Big Mom brandit Napoléon pour déclencher son Ikoku. Kaido, encore jeune et inexpérimenté par son fruit, crache un rayon qu'il nomme d'instinct Dragon, prémisse du futur Bolo Breath. Tandis que Barbe Blanche de son côté révèle une nouvelle attaque, Aqua, la perce au ciel. Et enfin vient le plus marquant de tous, Rod dit Chebek, dont l'attaque se nomme Pandemonium, qui signifie malédiction des abysses. Les abysses sont intimement liées aux Devi, autant qu'aux ténèbres portées par le fruit de Teach. Elles symbolisent les profondeurs inaccessibles de l'océan. La malédiction des abysses est précisément celle jetée à Davy Jones, condamné par le diable à errer éternellement dans les océans. Dans la littérature, le Pandemonium désigne la capitale des enfers, le lieu où Satan convoque le conseil des démons. C'est aussi devenu le mot même du chaos, de la corruption, de la décadence absolue. Le nom
nom de cette attaque de Chebek n'est donc pas un hasard, sachant que son clan a vécu dans les souterrains du monde après le siècle oublié, comme il l'expliquait à Harald. Mais ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est la notion infernale. Je vous avais longuement expliqué ma théorie selon laquelle tout le plan de Chebek reposait sur une chose, mettre la main sur Pluton, cette arme antique des enfers forgée par les géants de la Galéla et dirigée par leur roi qui deviendra Loki à l'image de Poséidon et des rois des mers. Si Chebek savait tout ça, c'est parce que les Devi étaient une branche de géants, tout comme les boucaniers. Et c'est pourquoi le Jolly Roger de Teach arbore 3 crânes en hommage à Oz, ce géant antique. Aujourd'hui, avec le nom de cette attaque, Chebek offre un indice supplémentaire à cette théorie. Il serait bien l'héritier du monde souterrain, celui qui cherchait à réveiller la puissance des enfers. Mais malgré la combinaison des plus fortes attaques de ces cigottes, le corps d'Ym, bien que déchiqueté, se recompose instantanément en raison de son immortalité. Pourtant, comme on l'a vu, le Haki des rois est la clé permettant d'annuler en partie cette régénération. C'était d'ailleurs le cas avec Gaban et Sommer, ainsi que Chebek et Garling. Mais ici, face à Ym, ça ne fonctionne pas. Ses attaques ne l'ont même pas fait cligner des yeux, et à la place, Ym libère un Haki des rois dévastateur qui submerge toute l'île. Les plus faibles s'effondrent aussitôt, tous sauf un, Shanks, le garçon du destin. Et pendant qu'on assiste aux chamailleries de Big Mom et Kaido et Garp et Roger, Ymue tourne son regard vers Chebek, lui annonçant qu'elle voit sa femme et son enfant s'enfuir, mais qu'elle ne les laissera pas partir vivants. Dans un ultime élan, Rox tranche le corps d'Ymue, mais il est transpercé à son tour. Ymue reste ainsi implacable et lui murmure « Mu ne fera rien, tu vas t'occuper d'eux, tu vas massacrer ta femme et ton enfant. » Et c'est sur ces mots qu'Ym lance Domi Reversi. Le pacte infernal est conclu et Chebek est transformé en démon. Ainsi s'achève ce chapitre monumental et où naît la véritable malédiction du clan Devi. Ce chapitre était tout bonnement exceptionnel. La transformation de Chebek est donc officielle et vient confirmer ma théorie faite il y a presque 2 mois maintenant. Il y a donc beaucoup de choses à dire sur ces dernières pages, alors on va procéder par étapes. Débutons par le sujet qui a enflammé la communauté ces dernières semaines, le fameux Garp. J'y avais déjà consacré une longue partie dans ma précédente review, donc je vais pas tout reprendre ici. Mais ce chapitre vient apporter une réponse claire et définitive à une partie des lecteurs qui considéraient Garp comme un lâche, contrairement à Dragon et Luffy qui, eux, n'ont pas hésité à frapper un dragon céleste. Ici, Oda y répond d'une façon très claire, Garp ne s'est pas contenté d'attaquer un dragon céleste. Il a visé plus haut, bien plus haut. Il a littéralement attaqué la plus haute instance de ce monde, le Gorosei, et surtout contre Ymue, l'entité suprême, le dieu des dieux. Et au-dessus d'elle, il n'existe plus rien. Autrement dit, Garp a littéralement défié le monde lui-même. Il s'est opposé non pas à un système, mais à l'origine même du pouvoir mondial. Et en plus, il l'a combattu aux côtés des pirates alors qu'il est un marine. Oda met ainsi fin à tout débat, car ici c'est factuel. Garp n'est pas un pion du gouvernement, il le combat, et est depuis toujours un homme libre, fidèle à ses convictions qu'il a juré de défendre. En revanche, la question que tout le monde doit se poser à présent est comment Garp a-t-il pu survivre après avoir défié Ym en personne et rester au sein de la marine. Quand on sait que le dernier à avoir osé lever la main sur un dragon céleste, Mosgard, a été crucifié par Garling malgré son propre type de noble, la survie de Garp paraît donc totalement insensée. Et pourtant, il est toujours vivant et on lui a même donné le titre de héros de la marine après les événements de God Valley. Alors, comment l'expliquer ? Quand Sengoku raconte l'histoire des rocs sur la vallée des dieux, on comprend aujourd'hui que lui-même ignorait tout ce qu'il s'y était vraiment passé. Ce qu'il raconte n'était que la propagande du gouvernement. Cependant, il dit une chose importante. Si Garp n'avait pas eu la carrière et la popularité qu'on lui connaît, cette attitude lui aurait valu de disparaître depuis longtemps. Garp a donc fait quelque chose de particulier par le passé qui fait qu'Ymue ne peut pas l'effacer. Le tout est de comprendre quoi. Je crois pas qu'il s'agisse d'un pantin manipulé par Ym via le Domi Reversi ou une autre forme de contrôle. Je pense que la réponse se trouve tout simplement dans son flashback. Garp n'a jamais été un simple marine. Sengoku le dit, il a accompli tellement d'exploits qu'on s'y perd. C'est probablement la raison pour laquelle Oda n'a jusque-là jamais développé son histoire profonde. Il s'est toujours abstenu de nous raconter son véritable passé et ce n'est certainement pas un hasard. Révéler la jeunesse de Garp reviendrait à dévoiler une part de l'histoire de Luffy car leurs destins sont liés. Il est pour moi évident que Garp jouera un rôle majeur dans la quête du One Piece. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est prisonnier de Barbe Noire. De retour au
présent, on pourrait alors avoir un échange entre Teach et Louis qui lèverait le voile sur sa relation avec Chebek et sur ce qu'il s'est vraiment passé à God Valley. Mais surtout, ce flashback nous permettrait de découvrir qui est vraiment le grand-père de Luffy et pourquoi Im n'a jamais cherché à le tuer. Et la raison pourrait se cacher dans la lignée à laquelle il appartient, les Monkeys. Car récemment, j'ai réalisé une chose. Le non-sens n'est pas de savoir que Garp affronte Imu à God Valley et soit toujours en vie. Le non-sens avait déjà commencé il y a bien longtemps, dès lors où Imu a accepté que Garp et Dragon, Duddy, rejoignent la marine sans les tuer. Et c'est là que j'ai réalisé que la lignée des Monkeys est une anomalie dans le monde des dits. Tous les autres ont été exécutés, traqués ou effacés de l'histoire. La famille Gold avec Roger et Ace ont été exécutés. Les Claws, découverts récemment, ont subi une chasse qui a valu au frère de Clover d'être assassiné et Louis de cacher son nom pour finalement être tué par un Buster Call. Puis la lignée des Nefertari avec Lily disparue mystérieusement, Cobra assassiné par Im et Vivi recherchée activement. Et Trafalgar, cette famille décimée par la maladie du saturnisme, dont l'eau sera contraint de cacher son nom. Les Davy anéantis jusqu'au dernier, mais dont l'héritage subsistera à travers Teach. Les Portgas avec Rouge, qui elle aussi fut pourchassée, mais plus spécifiquement en raison de l'enfant qu'elle portait. Enfin reste Aguar dit Soro, membre de la marine, mais dont la survie peut s'expliquer par le fait qu'Imu convoite la puissance de l'armée des géants. À cette exception, tous les dits ont été tués ou recherchés activement. Mais chez les Monkeys, c'est tout le contraire. Garp est vivant et décoré par le gouvernement. Dragon, son fils, a même fait partie de la marine avant de devenir le plus grand chef révolutionnaire du monde. Et Luffy, son petit-fils, a traversé toutes les mers sans qu'Imu n'ait jamais tenté de le faire éliminer, alors qu'elle sait parfaitement quel fruit il possède et que ce fruit appartenait à son plus grand ennemi Joy Boy. Ça signifie bel et bien que la lignée des Monkeys est encore plus particulière que toutes les autres lignées de Dee. Peut-être que cette famille est directement liée à Imu elle-même, un serment ancien qui la retient ou un pacte conclu à l'époque du premier Joy Boy. Ou alors tout simplement elle ne peut pas les tuer car Garp sait quelque chose d'assez grave pour que le gouvernement ne puisse pas l'éliminer, exactement comme Doflamingo à cause de ce qu'il sait du trésor de Marie-Joise. En bref, on est encore très loin de connaître tous les secrets de cette lignée et il est certain que le passé de Garp pourra répondre à toutes ces questions. Il pourrait non seulement expliquer pourquoi la lignée Monkey est épargnée, mais aussi révéler que Garp n'a jamais cessé d'être un Dee. Un homme libre qui a choisi de rester dans la marine par conviction et peut-être même pour mieux protéger la promesse des Dee de l'intérieur, comme l'a fait Lily par le passé. Et après cette brève rétrospective sur Garp, revenons au cœur de ce chapitre avec la transformation de Chebek et le pouvoir démentiel d'Imu. Malgré son statut de plus grand pirate de son époque et un acquis des rois surpuissants, Chebek n'a rien pu faire et a subi le Domi-Reversi d'Imu. Si à l'époque je vous disais que ce scénario était possible, l'intérêt de cette théorie ne se portait pas sur le Domi-Reversi lui-même, mais davantage sur sa transformation. Car si Chebek venait adopter une apparence semblable aux géants antiques, ça confirmerait l'idée que le clan Davy portait une part de leur ADN. Et ce détail change absolument tout, car Imu n'a pas transformé Roger ni Garp, mais bien Chebek, ce qui n'est pas un hasard. Dans ma théorie du Domi-Reversi, j'expliquais que cette transformation ne dépendait pas seulement de la volonté d'Imu, mais d'un paramètre fondamental, l'origine de celui ou celle qui l'a subi. Chebek est originaire de God Valley, tout comme le clan Davy. Et c'est précisément ce lien avec la terre natale qui rend la transformation possible. Car le terme Domi-Reversi signifie littéralement « retour à la maison ». Autrement dit, le sort d'Imu n'affecterait que les natifs de l'île où elle se trouve. C'est le même principe que sur Elbaf. Lorsque Imu a frappé l'île des géants, elle a visé uniquement ceux liés à la terre d'origine. De ce principe, le pouvoir du Domi-Reversi fonctionnerait comme un plateau de jeu limité à un périmètre précis, où seules les pièces natives, c'est-à-dire les habitants d'origine, peuvent être retournés. Et c'est pourquoi Roger, Garp et les 3 empereurs échapperont naturellement à ce pouvoir. C'est ce qui les protège du pouvoir absolu d'Im. En gardant ce détail à l'esprit, le Domi-Reversi pourrait bien prendre une tournure inattendue, car un autre natif de God Valley se cache au cœur de cette tragédie, Shanks le Roux. Cet enfant fragile et inconscient du chaos qui l'entoure a pourtant échappé miraculeusement au acquis des rois d'Imu. Et si Oda a choisi de mettre en lumière cette scène, c'est certainement pour une bonne raison. Shanks est décrit comme l'enfant de la destinée, un être sur lequel le monde repose. Il n'est donc pas impossible qu'il ait, malgré son jeune âge, joué un rôle décisif dans la bataille de God Valley. Si le Domi-Reversi agit uniquement sur les natifs de l'île, alors Shanks pourrait bel et bien être affecté par ce pouvoir.
Mais contrairement à Chebek, cette inversion n'aurait pas pour effet de le transformer en démon, elle pourrait réveiller en lui un pouvoir ancien prophétique lié à la destinée elle-même. Un retour aux origines non pas physiques, mais spirituelles. C'est peut-être grâce à cet éveil, grâce à cette erreur d'Imu, que les survivants de God Valley ont pu échapper à la destruction totale de l'île. Shanks, ce simple enfant, aurait alors été celui par qui l'histoire aurait continué. Mais ce n'est pas tout. Ce détail ne concerne pas uniquement Shanks, mais pourrait s'appliquer aussi bien à Luffy. Quand le flashback prendra fin, Imu répétera probablement le même schéma à Elbaf, rejoint le drame de God Valley. Et si le Domi Reversi n'agit que sur les natifs, alors Luffy pourrait lui aussi être touché. Non pas en tant qu'homme, mais en tant que porteur du fruit de Nika. Car comme les géants l'ont dit, Nika est né des fables d'Elbaf. S'il utilise son Gear 5 face à Imu, il pourrait subir cette métamorphose, révélant sa véritable nature, et avec elle, celle du clan d'Eddie. Une nature peut-être plus ancienne, plus démoniaque, et plus destructrice encore que celle des géants et de Chebek. Si cette théorie sur le Domi Reversi s'avère exacte, alors elle implique que ni Teach ni sa mère ne seront affectés par ce pouvoir, étant donné qu'ils ne sont pas natifs de God Valley. Et bien qu'Imu soit parvenu à manipuler Chebek pour tenter d'éliminer sa propre famille, on sait d'ores et déjà qu'ils ont survécu et qu'ils ont tenu la promesse de se rendre à Lulusia. Cette information, Oda nous l'avait subtilement glissée dans les mini-aventures d'Ace, lorsqu'il partit à la recherche de Barbe Noire après le meurtre de Satch. C'est là-bas qu'il croisa Moda, la future révolutionnaire, mais aussi la mère de Teach et ses deux sœurs. Ce qui signifie bel et bien que Chebek a réussi d'une certaine façon à échapper au pouvoir d'Im et protéger sa famille. Peut-être est-ce grâce à Kuma qui a croisé leur route et qui par le biais de son fruit a réalisé leur plus grand souhait de se rendre à Lulusia. Ou alors s'agit-il d'un autre personnage qui leur aurait porté secours. Quoi qu'il en soit, leur survie a tenu en échec Imu, ce qui explique pourquoi elle a poursuivi sa vengeance des années plus tard en souhaitant faire disparaître Lulusia grâce aux essais de Mother Flame. Ce qui est sûr, c'est qu'Imu n'a jamais réussi à effacer totalement le sang d'Eddie. Et c'est pourquoi elle le dit elle-même, le monde de Mu est encore inachevé. Cette phrase résonne comme un aveu d'échec. Imu poursuit un objectif clair, éradiquer jusqu'aux derniers héritiers de l'ancien royaume. Et ce chapitre prouve sans équivoque quel est le véritable antagoniste final de l'œuvre. C'était d'ailleurs le grand débat qu'on avait eu à plusieurs reprises par le passé, notamment sur ma vidéo Black Nika, où j'avançais que l'ennemi final de Luffy ne serait pas Barbe Noire, mais bien Imu elle-même. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas convaincus à l'époque, pensant que Teach, porteur de la volonté de Chebek, incarnerait le dernier obstacle. Mais aujourd'hui, je pense que ce chapitre dissipe tout doute. Imu est bien la menace ultime, celle qui incarne le monde lui-même. Car si les plus grandes puissances de l'époque, les Rox, Chebek, Roger et Garp, n'ont pas réussi à la vaincre, comment imaginer que Barbe Noire soit supérieure à elle? Im ne représente pas un ennemi ordinaire, elle est la personnification du monde, du contrôle absolu. L'antithèse du rêve de liberté que porte Luffy depuis le tout premier chapitre. Dire que Barbe Noire serait l'antagoniste final n'aurait aucun sens aujourd'hui, d'autant plus avec la révélation de ses origines et de son clan. Teach est le rival, le reflet sombre de Luffy, mais pas la source du mal. Le mal originel, la racine du monde, c'est bien Imu. Je pense donc que son apparition sur God Valley en parallèle d'Elbaf annonce qu'Oda prépare une grande révélation. Celle qui pourrait nous révéler enfin l'apparence réelle d'Im, ainsi qu'un fragment de son histoire. C'est cette révélation qui nous permettra de comprendre pourquoi elle règne depuis 800 ans et surtout pourquoi elle doit être vaincue par Nika, ce dieu originaire d'Elbaf. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je vous publierai prochainement ma théorie complète sur le pouvoir capable de vaincre Imu, le véritable rêve de Luffy et le secret du One Piece. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus et je pense que cette théorie reste être un véritable spoil. Mais je n'en dis pas plus car pour l'heure, on va pouvoir conclure cette review avec le dernier sujet de ce chapitre, l'avènement de Rox Chebek qui a succombé au Domi Reversi et dont les fans s'apprêtent à dire adieu à l'un des plus grands personnages de toute l'œuvre qui a défié le monde lui-même. Car oui, Chebek va mourir. Si je pensais avant God Valley que cet homme était encore en vie, son flashback m'a prouvé le contraire. Son histoire est celle d'un homme condamné à disparaître debout, sans plier, à l'image de Roger et de Barbe Blanche. Mais surtout, Chebek a dit une phrase très importante lorsque son clan fut transformé. « Je préfère les tuer plutôt que les laisser aux mains du gouvernement. » Et ces mots veulent tout dire. Il n'a pas hésité à décimer sa propre famille pour les protéger de la pire humiliation, car jamais il ne s'inclinera devant Imu. Jamais il n'acceptera de voir le nom de son clan réduit en esclavage ou utilisé comme arme.
Cet homme incarne la volonté du dit par excellence, une détermination inébranlable, une liberté qui vaut plus que la vie elle-même. Alors même si Imu est parvenu à le transformer en démon, je pense que la volonté du dit et le haki des rois de Chebek seront assez puissants pour résister temporairement à son contrôle. La seule chose, c'est que Chebek saura qu'il n'est pas assez puissant pour annuler complètement le pouvoir d'Imu. C'est donc dans ce court instant de lucidité qu'il pourrait prononcer sa dernière volonté. Demander à son Monster Trio ainsi qu'à Roger et Garp de s'unir pour le tuer. Et cette hypothèse nous ramènerait directement à mon ancienne théorie, celle qui expliquait les paroles de Sengoku. Garp et Roger ont dû s'allier pour le vaincre. Leur alliance n'avait pas pour but de combattre les Rox et encore moins de protéger les dragons célestes, mais bien de stopper Chebek lui-même, devenu incontrôlable sous l'influence d'Imu. Cet homme qui déjà sans transformation possédait une puissance colossale et qui une fois domi réversi aurait vu sa force quintuplée. Animé par la volonté du Di et son amour pour sa famille, Chebek se serait transformé en un véritable démon, un être consumé par la haine, mais guidé par un ultime instinct protecteur. C'est pourquoi l'alliance entre Roger et Garp était inévitable. Tout comme les Rox eux-mêmes, ces pirates qui vivaient dans la trahison et la discorde, ont choisi pour la première fois l'union. Kaido, Big Mom, Barbe Blanche et peut-être d'autres membres qui se joindront à la bataille décideront d'exaucer les dernières volontés de leur capitaine. Et dans un ultime élan d'honneur, ils s'allieront à Roger et Garp, non pas pour le vaincre par haine, mais bien pour lui offrir une mort digne, un adieu à celui qu'ils considéraient malgré tout comme un ami. Ainsi, le véritable cœur du drame de God Valley se trouverait ici, face à Chebek devenu monstre et dont la puissance aurait pu anéantir l'île entière. Il n'existait qu'une seule solution, le stopper ensemble avant qu'ils ne détruisent tout, même ce qu'ils voulaient protéger. Un moment tragique où ces légendes ont uni leurs forces contre un homme qui ne voulait qu'une chose, protéger les siens et parvenir à tenir sa promesse d'anéantir le mal qui est Imu pour ainsi libérer le monde. Mais contre toute attente, je ne pense pas que l'alliance de Roger, Garp et des Rox suffira à vaincre Chebek, car celui qui pourrait lui porter le coup final et lui rendre un hommage sincère ne serait pas un ennemi, mais un homme que Chebek lui-même considérait comme son ami, Harald. C'est lui à qui il a demandé de l'aide et à qui il s'est confié au sujet de sa famille avant de se rendre sur God Valley. Harald est à l'origine même de ce flashback. C'est par lui que tout a commencé et il serait logique que ce soit par lui que tout se termine. Il viendrait à God Valley pour sauver Chebek, animé par l'espoir de raisonner celui qu'il considérait comme son égal. Mais ce qu'il trouverait sur place, ce ne serait plus un homme mais un monstre, sans conscience, sans mémoire, qui ne distinguerait plus l'ami de l'ennemi. Alors dans un ultime acte de loyauté, Harald serait celui qui pourrait mettre fin à la vie de Chebek. Leur destin se croiserait une dernière fois, liés par le sang des géants et par le secret ancien qu'ils partagent. Une mort fraternelle, tragique et belle à la fois, un ami libérant un autre de la malédiction d'Imu. Avant de mourir, Chebek pourrait prononcer cette phrase gravée dans la légende. Même si je tombe, je ne mourrai pas. Des mots qui font écho à ceux de Roger et qui porteront le même sens. La conviction que sa volonté survivra, que son sang à travers son fils Teach et sa lignée Davy traverseront le temps et porteront l'étendard de la liberté. Il remercierait alors Harald, cet ami qu'il voyait à la fois comme un frère et un rival, et dans un dernier souffle, lui confierait « Tu as en face de toi le monde, le vrai ». C'est cette scène déchirante qui expliquerait la trahison d'Harald envers le gouvernement mondial. Car en tuant Chebek, il aurait accompli sa mission donnée par le gouvernement. Il aurait obéi en apparence, mais en vérité, il aurait choisi son clan. Il aurait offert à Chebek la mort qu'il méritait, tout en ouvrant les yeux sur le monde. Ce qu'il a vu à God Valley, la monstruosité d'Imu, l'aurait transformé à jamais. Il aurait alors juré de renverser le gouvernement mondial, non plus par vengeance, mais pour honorer la promesse de Chebek, le monde n'appartient à personne. Et c'est à ce moment précis qu'Harald aurait joué un double jeu avec le gouvernement pour finalement les trahir, comme le disait Sommers. Ainsi se conclurait le destin tragique de Rod Chebek, non pas en un monstre maudit, mais en véritable roi tombé sous la lame d'un ami fidèle. Et de cette mort naîtrait la légende d'Harald, le géant qui osa trahir les dieux pour tenir la parole d'un simple homme. Si cette théorie venait à se confirmer et qu'Harald venait effectivement à se rendre sur God Valley, il est fort probable qu'un autre protagoniste l'ait suivi en secret sans qu'il ne le réalise. Je parle bien évidemment de son fils, Loki. Il se serait glissé secrètement à bord du navire de son père, attiré par le nom de Chebek, cet homme qu'il admirait profondément, celui qui autrefois lui a redonné le goût de vivre. Mais en arrivant sur l'île, il aurait été témoin de l'imaginable. Le moment où Harald, son propre père, met fin à la vie de Chebek, son héros, l'homme qui croyait invincible.
Et tout ça en raison du gouvernement qui l'a transformé en démon. Ce choc émotionnel aurait brisé quelque chose en lui et réveillé son véritable pouvoir. Car pour moi, Loki n'est autre que l'arme antique Pluton, l'arme des enfers forgée par les géants. Tout comme Shirahoshi avait involontairement déclenché le pouvoir de Poséidon en assistant à la mort de sa mère, Loki aurait à cet instant précis libéré la puissance de Pluton dans un élan de douleur et de rage incontrôlable. Son cri résonnera jusqu'aux enfers et la terre de God Valley se fissurera, engloutissant cette île dans les profondeurs du monde souterrain. Et en un instant, l'île tout entière disparaîtrait des cartes rayées de la surface du monde. Non pas par la main d'Imu ni celle de Chebek, mais par la folie d'un enfant portant le pouvoir d'une arme antique qu'il ne savait pas encore. C'est ainsi que God Valley deviendra une légende effacée qui disparut dans les ténèbres de l'histoire. De cet événement naîtra alors le destin tragique du futur roi d'Elbaf, un être maudit et dont le pouvoir, Pluton, restera enchaîné dans le monde souterrain, jusqu'au jour où Loki s'éveillera à nouveau pour faire face à celle qui fut responsable de la mort de celui qu'il considérait comme son héros. Ce sera alors la vengeance d'un prince devenu roi, celle d'un garçon qui portait en lui la flamme de Roddy Chebek, et qui au nom de cet homme qu'il admirait plus que tout, tiendra enfin la promesse que le clan Davis s'était juré, renverser le monde.